pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Alors, Dr Samir, premièrement, quand on parle de cette double crise à Gaza et en Cisjordanie, comment évaluez-vous l'évolution de la situation sécuritaire en Cisjordanie ces dernières semaines, surtout avec les attaques des colons bien organisés, je dirais même, des colons armés et la police israélienne forçant les Palestiniens de quitter leur domicile et de se déplacer vers d'autres régions? La situation à Gaza, comme vous l'avez cité, pour ne pas dire elle est catastrophique, elle est extrêmement tendue. Elle est extrêmement tendue et marquée par une détériorisation continue. Les opérations militaires, à cause de, bien entendu, les opérations militaires, les affrontements armés fréquents et les violences accrues présentent lourdement sur la population, entraîne un nombre persistant de victimes, bien entendu, et une aggravation considérable de restrictions aussi de la circulation. Tous ces facteurs-là et attribuent ou cotisent à rendre la situation extrêmement tendue et difficile et compliquée. Voilà, donc si on parle de la violence des colons et tout ça, donc ils sont en train de rendre la vie au quotidien impossible, priver les habitants de l'eau, de l'électricité, de tous les moyens, des denrées essentielles. Donc on ne peut pas dire que la situation elle est normale, elle est plus que catastrophique. Oui. Quels sont selon vous les principaux facteurs qui expliquent l'aggravation des violences dans les territoires palestiniens occupés? L'intensification des violences s'explique par plusieurs facteurs. Facteurs interconnectés, bien entendu. Notamment la persistance du conflit global. Depuis le conflit dure depuis déjà quelques temps. Et puis aussi l'élargissement des opérations militaires en Cisjordanie. Et après l'augmentation des tensions liées à l'implantation et au déplacement de la population, ainsi que l'érosion des perspectives politiques. Donc il n'y en a pas de perspectives assez claires, nettes, précises qui donnent l'espoir, ni politique ni économique, qui alimentent un climat de confrontation durable. Voilà les raisons pour lesquelles je peux dire facteurs qui aggravent la violence et intensifient cette violation. Oui. Quand on parle du rôle des Nations Unies, les Nations Unies dénoncent la multiplication des attaques contre les civils. Quelle est la portée de ces alertes sur le plan international et comment forcer Israël à respecter les droits de l'homme palestiniens? Forcer Israël à respecter, personne ne peut le faire, même pas les États-Unis, mais les avertissements répétés des Nations Unies servent de point de repère essentiel pour documenter la situation et maintenir la question au premier plan sur l'agenda diplomatique. S'il permet de sensibiliser l'opinion publique mondiale et de mobiliser de nombreux pays en faveur de droits internationaux et humanitaires. Et leur impact direct sur le terrain reste toutefois très limité. On ne peut pas dire grand-chose parce que la situation dure et dure encore. Et face à l'urgence et l'enlisement des hostilités. Voilà, donc la portée, elle est juste documentée, oui. Elle sert à un point de repère, mais elle n'a pas encore d'efficacité qu'on peut considérer comme quelque chose de visible. Oui. Quel impact les violences perpétrées par les colons armés, bien organisés même, ont-elles sur la vie quotidienne des communautés palestiniennes en Cisjordanie occupée?
Les attaques de colons ont des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne. Elles détruisent tout simplement les biens agricoles et les infrastructures essentielles, comme l'eau, l'électricité, et provoquent bien entendu des blessures, des traumatismes psychologiques, physiques, et elles forcent de nombreuses familles rurales à abandonner leurs terres. Tout simplement, menacent directement leur sécurité. Quand on détruit votre plantation, quand on empoisonne votre puits, quand on rend la vie impossible quand même. Exactement, voilà. Leur subsistance, elle est menacée. Donc il y en a énormément de familles qui quittent leur terrain. C'est ce qui est voulu par la politique israélienne, bien entendu, menée d'une partie par les colons, parce que tout est lié. Les colons, le gouvernement. C'est la politique israélienne, là. C'est une politique israélienne à... Tout à fait. Oui. Quand on parle des déplacements forcés des populations qui se multiplient, quelles peuvent être les conséquences à long terme de ce phénomène? À long terme, la hausse des déplacements forcés risque de fractures durables sur le tissu social et économique de la communauté, bien entendu. La communauté palestinienne, on en parle. Elle accentue la dépendance de l'aide de l'urgence tout le temps. Et aggrave la précarité des familles tout le temps déplacées et compromet gravement toute possibilité future d'établir la viabilité territoriale d'un État palestinien. Donc ça, c'est les grandes lignes. On ne parle pas de tous les jours, mais en général, ces déplacements forcés, elles mènent à ces résultats-là. L'ONU appelle à une meilleure protection des civils. Quels moyens concrets la communauté internationale peut-elle mettre en œuvre pour cette fin, surtout avec la deuxième phase de l'accord de Sharm el-Sheikh concernant Gaza, la deuxième phase qui doit être déployée depuis à peu près quelques mois là? La communauté internationale pourrait exiger le respect strict du droit international et humanitaire et garantir un accès sans entrave aux missions de surveillance et de l'aide humanitaire, et aussi renforcer la pression diplomatique pour suspendre les dynamiques de déplacement sans arrêt et les violences quotidiennes, et veiller à l'obligation de rendre des comptes. C'est ce qui ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui, rendre des comptes pour les violations commises tout le temps. Voilà, c'est les grandes lignes. On parle de principes, que leur rôle principal. Jusqu'à présent, on n'en a pas encore eu de résultats concrets. Oui. Quand on parle de la situation à Gaza, le programme alimentaire mondial, le PAM, affirme que le principal défi est désormais le manque de financement. Pourquoi cette situation est-elle particulièrement préoccupante avec ce manque de financement? Cette question est cruciale, bien entendu, car la très grande majorité de la population de la bande de Gaza dépend entièrement de l'aide extérieure. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas d'aide extérieure, énormément de gens, ils crèvent, tout simplement. Pour se nourrir, tout simplement, après des années de conflits et de blocus, sans ressources financières suffisantes. Les agences ne peuvent plus acheter, ni acheminer, ni distribuer les denrées de base nécessaires à la survie quotidienne. Donc, vous voyez, l'action, elle va très loin, tout simplement. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences d'une réduction des aides alimentaires pour les habitants de Gaza? Une réduction de l'aide alimentaire expose directement, d'une part, considérablement la population à des risques aigus de malnutrition et particulièrement... De famine même, je dirais. Certainement. Les enfants les blessés des tirs quotidiens et des attaques quotidiennes de l'armée israélienne. Exactement, une masse de basculer des millions de personnes dans la situation
de faim sévère, de détresse humanitaire absolue. Donc tout ça, ça mène à une politique qui est déjà préparée de la part du gouvernement israélien, sans ambiguïté, sans doute, bien entendu. Oui, quand on parle de la situation actuelle à Gaza, dans quelle mesure la destruction des infrastructures et le niveau élevé de chômage aggrave-t-il la crise humanitaire à Gaza? La destruction des infrastructures, comme les hôpitaux, les réseaux, l'eau, les routes, tout est détruit là-bas. Voilà, et mène à l'effondrement. Allô? Oui. Oui, vous disiez, voilà, ça mène à l'effondrement à l'effondrement automatique de toute structure et mène à une situation plus que catastrophique. Tout ce qui risque aigu de malnutrition, qu'on en a parlé, tout ça, oui. et la destruction des infrastructures, la hausse du chômage contribue à une aggravation de la crise humanitaire et la destruction des hôpitaux, tout ça, l'effondrement de l'économie, tout simplement locale. Et puis rend la vie extrêmement difficile. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de revenus. La hausse massive du chômage empêche les habitants d'acheter ce qui est disponible sur les rares marchés, oui, qui rendent l'ensemble de la population totalement tributaire de l'assistance humanitaire. Donc, vous voyez, tout est lié oui. Quand on parle... une image. Oui, certainement. Oui. Quand on parle des organisations humanitaires, sont-elles encore en mesure de répondre aux besoins de la population malgré les difficultés actuelles? Les organisations humanitaires sont face à des obstacles colossaux. Restrictions logistiques, insécurité, fermeture de ponts, du passage, des pénuries financières. Vous voyez, les organisations humanitaires travaillent dans des conditions extrêmement compliquées et difficiles, oui, qui limitent considérablement leur capacité d'action, bien qu'elles déploient des efforts immenses, mais elles payent à peine. Un prix, oui. Elles peinent à couvrir les ensembles des besoins immenses de la population. Oui. Donc, malgré leurs efforts, mais ce n'est jamais suffisant. Oui. Selon vous, quel rôle les pays donateurs peuvent-ils jouer pour éviter une aggravation de la crise humanitaire actuelle à Gaza? Le rôle déterminant, il est vraiment déterminant à jouer en débloquant rapidement des fonds flexibles et suffisants pour soutenir les urgences des Nations Unies, les ONG, en augmentant leur aide financière. Il permet d'assurer l'achat et l'acheminement et contenu des biens des premières nécessités avant que la situation ne devienne totalement irréversible. Oui. Quand on parle de l'ONU estime qu'une solution politique reste indispensable pour la crise à Gaza. Quelles sont aujourd'hui les principales conditions afin de relancer un processus de paix crédible dans cette crise? Les conditions essentielles incluant un cessez-le-feu durable et l'arrêt des hostilités, d'abord, si on parle d'une solution durable, et des mesures unilatérales comme la colonisation. Tout ça, il faut que ça cesse éventuellement. Et les déplacements forcés de la population, le retour à la table des négociations sur une base de droit international, tout simplement, ainsi qu'un engagement fort et unifié de la communauté internationale pour garantir l'autodétermination et la sécurité des deux peuples, tout simplement. Voilà. Peut-on craindre une extension des violences à l'ensemble de la région si la situation continue de se détériorer, surtout avec l'Iran qui ne cesse d'attaquer les pays du Golfe et depuis quelque temps elle a attaqué Israël? Oui, bien sûr. Le risque d'un élargissement du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient reste une préoccupation majeure pour les observateurs et les diplomates. La persistance des tensions et l'absence de résolution politique peuvent à tout moment amplifier les confrontations régionales et déstabiliser durablement les pays voisins, tout simplement.
Voilà. Oui, oui, allez-y. Oui, donc je dis le risque il est réel, il existe bien entendu. Quel message les Nations Unies cherchent-elles à adresser aux différentes parties en conflit à travers leurs récentes déclarations? Les Nations Unies exhortent les belligérants à cesser immédiatement les violences et à respecter impérativement le droit international et humanitaire et à protéger les civils et à lever les entraves qui pèsent sur l'acheminement des secours de survie, tout simplement. Oui. Également, quand on parle de cette crise humanitaire, on parle d'une armée en pleine force, en plein équipement, qui attaque des civils tout le temps. C'est vraiment catastrophique, c'est incroyable et qui ne cesse de parler de victimes. La loi de la jungle, la loi plus forte, une seule puissance existe au monde que peut faire face à cette situation, c'est les États-Unis. Et on sait très bien, même si on voit certaines divergences des points de vue entre les autorités américaines et israéliennes, mais ils sont en parfaitement harmonie, parfait accord sur le chemin, le protocole, le mode d'emploi, le mode de travail, tout ça s'écrit à l'avance. Là, il y a M. Netanyahou, il va à Washington rencontrer le président américain, tout ça pour remettre à nouveau les choses d'aplomb, parce qu'on a entendu par-ci par-là que soi-disant les Américains vont livrer des avions F-35 aux Turcs, machin. Tout ça, c'est du façade pour les crans de fumée. Et ils sont en parfaitement harmonie et tout ce qui se passe en accord total. Malgré une certaine contestation américaine, parfois par-ci par-là, c'est juste pour faire face à une opinion mondiale grandissante contre ce qui se passe et accuser les Américains comme des complices à génocide. Voilà, donc ils essayent de faire des rencontres de ce style-là, mais ils n'ont aucun résultat concret. Oui. Quand on parle selon vous, quelles sont les priorités absolues pour protéger les populations civiles et éviter une aggravation de la situation dans les semaines à venir? Les priorités les plus urgentes consistent à garantir un accès humanitaire et massif sans restriction à Gaza et en Cisjordanie aussi. Et puis sécuriser les financements indispensables pour les agences de l'aide et stopper la violence contre les civils, l'infrastructure aussi, et obtenir des garanties fermes pour la protection de la population vulnérable. Qui peuvent obtenir ces garanties? On peut parler, on peut obtenir des résolutions des Nations Unies, qui restent toujours dans les tiroirs en attendant que les États-Unis donnent le feu vert. Oui. Juste quand on se souvient de cet accord de Sharm el-Sheikh sous le parrainage du président américain Donald Trump, qui a cessé les hostilités en octobre 2025, oui. Il y avait la deuxième phase de cet accord comprenait l'existence d'une force multinationale à Gaza. Comment voyez-vous cette option pour répondre aux agressions israéliennes actuelles? Sauf que les autorités israéliennes sont toujours contre n'importe quelle force s'interpose, et qu'Israël veut mener l'enjeu de bout en bout. Veulent plus personne transmis quoi que ce soit pour ne pas dévoiler, divulguer, montrer les horreurs qui sont commises là-bas. Donc on peut se mettre d'accord sur des résolutions, mais le plus important, c'est de les mettre en œuvre, c'est de les exécuter. Dans la réunion de Sharm el-Sheikh, c'était quand même quelque chose optimisant, mais on arrive tous les jours, la situation évolue. Aujourd'hui, pas comme hier, demain, pas comme aujourd'hui. Donc, la situation, comme vous le voyez, les colons, ils arrivent à détourner, à prendre les décisions à la place de l'armée. Et l'armée les laisse faire, et les autorités israéliennes les laissent faire. Je dirais en coopération avec l'armée, en coordination avec l'armée et la police israélienne. Tout à fait. Donc, c'est un peu de, bon, désolé le terme, un peu de cinéma, c'est des jeux politiques.
oui, on a l'habitude maintenant, parce que c'était tellement répété de la même façon, les scénarios sont les mêmes, avec des formes différentes. Coûtant la vie de milliers de Palestiniens tous les jours. Exactement, tout à fait. Voilà. Parfait, Dr Sami Soleiman, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci. Merci à vous, je répète que vous êtes analyste politique. À présent, mesdames et messieurs, une petite pause.